Joshua, come and see me, baby. Well, no more hiding, no more ducking, no more dodging, no more excuses. Let's make the fight happen. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Donc cette fois, épisode spécial box avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Ouais, salut. Alors, Mathieu, c'est pas vraiment le terme, c'est pas le nom auquel vous pouvez m'avoir déjà connu en fait sur le site La Sueur. Moi, c'est Polydamas en fait sur La Sueur. Je rédigeais, d'ailleurs, je devrais employer l'imparfait. Dans ce cas-là, je rédigeais certains articles sur La Sueur, et donc là, Guillaume m'a gentiment invité pour donner mon opinion sur le match qui se profile entre les deux superstars de la boxe poids lourd actuelle. Bien, donc effectivement, Polydamas, a.k.a. Polydomso, pour tous ceux qui le connaissent sur la twittosphère. Enfin bref. Donc là, on va s'intéresser au fameux combat à venir, vraisemblablement, entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Donc, bref pédigré des deux monstres de la catégorie heavyweight. Donc Anthony Joshua, 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Wilder... c'est à peu près la même chose. 39 combats, 39 victoires, 38 KO. Mais, car il y a toujours un mais, Joshua, malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de combats, il y a des adversaires qui sont de calibre légèrement plus élevé. On verra ça un peu plus en détail dans les prochaines minutes. On va commencer par Anthony Joshua, si vous le voulez bien. Donc Anthony Joshua, le Britannique, qui est actuellement champion de trois organisations différentes, donc champion WBA, IBF et IBO. Donc Mathieu, quand tu veux, pour notre cher Anthony Joshua, et également, autant pour moi, petit blasphème, champion olympique 2012. Vas-y. Ah oui, quand même, fallait le dire. Ouais, je pensais que j'allais partir en fait justement sur la compétition olympique de Joshua, ouais. Parce que bon, c'est un peu difficile d'avoir un avis sur Joshua qui soit impartial, impartial sans choquer les gens, parce que Joshua, c'est quand même la méga star, il est adulé et a raison d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel et un énorme charisme. Mais j'aimerais revenir en fait sur la compétition olympique, parce que c'est une compétition qui même s'il l'a gagnée, à mon avis, à mon sens, ne révélait pas Joshua. Heureusement qu'il était en Angleterre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, dans tout autre pays, il aurait pas eu la médaille, quoi. Parce que sur les 3 combats, je vous invite à regarder, vous pouvez trouver des matchs sur YouTube. Sur les 3 combats, il en perd sur le quart, semi-finale et finale, il en perd 2, quoi. Il perd contre Erislandi Savon de Cuba, et il perd contre Camarel d'Italie. Enfin, il gagne parce qu'il est en Angleterre et qu'on lui donne les matchs, mais objectivement, si on est neutre et qu'on regarde le combat au-delà, qu'on fait abstraction de notre préférence pour Joshua, il les perd, tu vois. Ouais. Il les perd. Mais il y avait quand même quelque chose. Déjà, premièrement, Joshua, c'est un monstre physique. Ah bon? Je crois que ah oui, non, on découvre. Je crois qu'en fait, c'est peut-être celui qui a le physique le plus impressionnant. Avec Wilder, d'ailleurs. Les deux sont quand même. Après, Wilder est plus longiligne. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, ce que j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui connaissent bien la boxe, c'est que Anthony Joshua, c'est genre Primo Carnera, mais sous méthamphétamine, quoi. Voilà. Dire Primo Carnera, c'était un champion du monde italien, qui était pas très très bon d'ailleurs au passage. Historiquement, il était pas très bon, mais il était très très grand pour l'époque. Il faisait 1m96, et c'était dans les années 30, pour vous donner un ordre d'idée. Et il était ultra musclé, et il était très impressionnant physiquement. Mais bon, il était un peu pâteau, il était lent, il était gauche. Joshua a le même physique que Primo Carnera, sauf qu'il est ultra explosif et ultra athlétique. Donc ça vous donne une idée un peu du bonhomme. Il a des allonges les plus longues, on va dire, du business. Ouais, il est à 208 cm, alors que Wilder est à 211. Donc c'est... Ouais, c'est juste qu'à dire, il y a que Wilder et comment il s'appelle ? Luis Ortiz, ouais. qui a une plus longue allonge que Joshua. Donc c'est quelqu'un qui a des attributs physiques exceptionnels, et qui, en plus de ça, dans le cours de sa carrière, a développé une boxe qui, étonnamment pour quelqu'un de sa taille, généralement ceux qui sont très grands ne sont pas des techniciens hors pair, en général c'est plutôt rare en fait, il a réussi à avoir une boxe qui est belle et fondamentale, classiquement on va dire
technique. C'est-à-dire, Mhm. quand on regarde en surface, c'est quelque chose de propre, en fait. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, tous les observateurs disent ça. Néanmoins, du coup, dans sa carrière olympique, il était pas très très bon, mais parce que c'était amateur, en fait. Et les règles amateurs, ça privilégie plutôt, en fait, la vitesse et la touche et plus les déplacements. Et ça, c'est, en fait, pourquoi j'insiste sur la carrière olympique, c'est parce qu'en fait, elle révèle certains défauts de Joshua. Ouais. Donc c'est important en fait d'avoir à l'idée ces matchs-là. C'est ça. Bon après il a roulé sur la concurrence en professionnel. Enfin il a été bien géré. Ouais. Je pense que le service marketing et tout ça ils ont dû se dire qu'ils avaient une belle poule aux œufs d'or sous la main et à raison parce qu'il est charismatique, il est télégénique, il est plutôt sympa d'ailleurs au demeurant. Et puis il fout des KO à tout le monde, donc ça c'est génial quoi. Donc en fait on lui a filé des gimme matchs pendant le début de sa carrière, mais ça c'est classique. Enfin, Ouais, pour tous les espoirs, oui, c'est puis surtout pour un pays comme le Royaume-Uni qui attendait quand même le grand retour d'un poids lourd dominant. Donc c'est vrai qu'il il a enchaîné pas mal de tocards et il a passé toutes les étapes avec succès quand même. Ouais. D'ailleurs, il a passé des tocards, mais bon, il y avait quelques bonhommes. Enfin, c'était pas enfin, si, c'était des champions. Je pense à Charles Martin et à Dominique Breazeal. Même Dillian White, qui est quand même sérieux, hein. Ouais. Bah là, ce que je veux dire, c'est que c'est bon, c'est des mecs qui sont pas très très bons objectivement. Non, mais je veux dire, évidemment, c'est des boxeurs pros et c'est des mecs qui ont une belle carrière, évidemment, mais je veux dire, c'est plus des journeyman qu'autre chose, mais c'est quand même des journeyman bien sérieux, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a eu un bond qualitatif qui est quand même vraiment énorme parce qu'on passe de Dominique Breazeal et Eric Molina, qui est quand même assez sérieux, Eric Molina, je dois avouer, mais on passe à Vladimir Klitschko quand même. En 4 mois, quoi. Ouais, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que moi je me disais, faut bien que les gens comprennent que la boxe c'est vraiment un business et dans le sens, c'est comme faut voir le boxeur comme une entreprise en fait. Ouais. Et tu vas la faire fructifier. Enfin, je parle de ça parce qu'il y a tout plein de gens qui tirent profit et qui vivent de l'activité d'un boxeur comme Joshua. Mhm. Ils n'ont pas intérêt à ce que ce mec-là se prenne un carton en début de carrière parce qu'il est jeune encore, tu vois. Et donc j'avais trouvé ça assez surprenant qu'ils prennent Klitschko, même si Klitschko revenait d'une défaite, qu'il avait un certain âge et qu'il avait pris 1 an ou 1 an et demi de pause, je crois, après sa défaite contre Tyson Fury. Bah, c'est surtout parce que Fury n'était pas là aussi. C'est ce qui a fait que le combat soit fait. Parce que c'est vrai que la revanche contre Tyson Fury, elle était prévue pour la fin de l'année 2016. Et puis tu sais, il s'était fait suspendre pour cocaïne et tout le bordel. Oui, c'était ça. Ouais. Bah, en tout cas, ils ont flotté sur l'opportunité et ça s'est révélé payant. Ouais. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était trop tôt pour. Je pensais qu'il avait le potentiel de gagner, mais que. Je sais pas, qu'il manquait de métier, quoi. Comme il avait jamais passé le 6e round et tout, je pensais qu'il allait se faire dépasser par Klitschko. Ouais. Mais en fait, il a montré qu'il avait du cœur, une certaine réserve, une certaine vaillance et même une certaine intelligence du jeu, ce qui est quand même, il faut le souligner, c'est un bon point. Moi, je suis très admiratif de Joshua, surtout pour son match contre Klitschko. Je trouve que c'est une très belle performance, même si vous le comprendrez plus tard et mon objectivité journalistique se doit de vous le révéler. Je suis pas particulièrement fan de Joshua. D'un point de vue purement technique boxeur, je pense qu'il y a des défauts, qu'il y a des failles, qu'il y a des ouvertures et que en fait on nous le survend un peu trop comme le monstre technique qu'il n'est pas. Il est technique, il est bon. Il est pas excellent. En pure technique, j'entends. Ouais. Donc voilà. Après, contre Klitschko, c'était quand même, comme tu l'as dit, c'était vraiment son premier choc. Et puis pour montrer un peu toute la ferveur populaire qu'il y a derrière lui, ils ont quand même réussi à sold out Wembley. Donc 80 000 places qui ont été vendues, donc c'était vraiment... 90 000 90 000, oui, 90 000. C'était énorme, enfin... 90 000. Ils n'avaient pas fait ça depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois, un truc. C'était la folie pour un Joshua Klitschko, quoi, enfin bref, complètement dingue. Et ouais, et comme tu le dis, c'est vrai que ce combat-là, pour la première fois de sa carrière, Joshua a été mis knockdown quand même, et là, c'est vrai on se disait, qu'est-ce qui va se passer, et au courage aussi quand même, et puis... avec pas mal de puissance, il a réussi à mettre KO Klitschko au 11e round quand même. Avec un énorme uppercut qui a arraché le cou et puis la tête de Klitschko. C'était assez fou parce qu'en plus, alors là, petite insight technique, moi je pensais vraiment que là, ce qui allait perdre en fait Joshua,
Enfin, j'avais tout faux en gros sur mon pronostic parce que je pensais que ce qui allait perdre Joshua, c'était le travail en courte distance et en clinch, pour ceux qui comprennent. Enfin, c'est pas vraiment autorisé en boxe anglaise, mais en gros, force est de le constater que ça se fait quand même. C'est les accrochages et surtout les sorties de clinch et tout ça. Et en fait, quand tu regardes la carrière de Klitschko, c'est vraiment un maître dans ce domaine-là. C'est-à-dire, en gros, il va t'emmerder avec son jab, il va te tenir à un bout de distance, puis il va te laisser rentrer. Il va s'avachir sur tes épaules parce qu'il est souvent plus grand que toi. Il va t'empêcher de boxer, il va te couper, te casser le rythme. Et quand tu vas sortir, il va te blaster avec genre un 1-2, tu vois, genre un jab cross. Et en fait, comme ça, Klitschko, tu vois, qui a pas une technique parfaite non plus sur tous les points, il a pu passer des mecs qui étaient objectivement plus complets que lui en boxe. Et donc du coup, moi je m'étais dit c'est comme ça que Joshua va perdre, c'est-à-dire qu'en gros il va s'épuiser à essayer de mettre KO Klitschko, il va pas réussir et puis à un moment donné il va se faire attraper sur un 1-2 ou un truc comme où il va perdre la décision. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au 11e round, c'est au combat rapproché finalement en distance courte que Joshua a gagné, c'est-à-dire c'est sur du percute et tout. Donc c'était impressionnant, c'est-à-dire qu'il a travaillé en ce sens, tu vois, qu'il a bien dû comprendre que c'était la force de Klitschko et ça prouve que si ce n'est lui, en tout cas son équipe est au fait, tu vois, pugilistiquement parlant, ça c'est clair. Et pour toi, t'avais qui gagnait le combat au moment de l'arrêt? Parce que les juges, justement, on avait 2 qui étaient en faveur de Joshua, un en faveur de Klitschko. Ouais, alors bon, déjà on est à Londres. Et puis encore une fois, la boxe c'est un business et ça valait mieux pour la boxe que ce soit Joshua qui gagne. Donc on peut pas vraiment tirer parti des scores des cartes qu'il y avait ce soir-là. Objectivement, pour avoir vu le match plusieurs fois et tout, en termes de points, Klitschko dominait. C'est-à-dire jusqu'au 11e round, enfin dominait. Il avait un edge, quoi. C'est-à-dire, il avait une petite maîtrise, il avait outboxé. Moi, je trouve il avait fait un beau match, Klitschko aussi, parce qu'il avait fait quelque chose qui était compliqué, c'était de boxer en mouvement, constamment. Et de pas chercher vraiment le KO, hein. Il a surtout cherché à outpointer, Joshua. Et ça, c'était vraiment un truc, pas facile à faire contre quelqu'un qui est plus jeune et qui est plus fort. Donc les deux ont fait un très beau match, hein, objectivement. Moi, il y en a pas un il y en a un qui a été meilleur que l'autre, mais je veux dire, il n'y en a pas un qui a surclassé l'autre. C'est-à-dire en termes de points et de maîtrise du combat général, je pense que c'est Klitschko qui a gagné. Après, qui gagnait jusqu'à ce qu'il perde, quoi. Et après, en termes de puissance et même, on va dire, d'adaptation, parce que c'est aussi une adaptation. Joshua a pris les bonnes décisions et a gagné au 11e round avec la manière, quoi. Et donc ensuite, après cette énorme victoire, parce que le combat était magnifique, c'était vraiment le renouveau de la boxe et le renouveau de la boxe poids lourd, ça lui a fait beaucoup de pubs positives, mine de rien, cette victoire-là. Et ensuite, il y a eu donc le combat qui était... Donc il avait call-out Tyson Fury, mais Tyson Fury, comme on sait, il est un peu partout sauf en boxe, quoi, en ce moment. Donc finalement, il devait combattre le challenger IBF pour défendre l'une de ses 3 ceintures, donc qui était Kubrat Pulev, qui est quand même très sérieux, mais malheureusement, il s'est blessé à 12 jours du combat qui était prévu donc pour fin octobre, là, le 28 octobre, à Cardiff. Donc c'est le franco-camerounais Carlos Takam qui arrivait finalement à la rescousse, donc en short notice pour réussir, parce que quand même le stade était aussi sold out. Et le français a perdu par TKO, un TKO controversé, donc au 10e round. Une victoire qui est là, moins riche d'enseignements forcément, mais une victoire quand même qui lui permet d'être toujours invaincu, donc 20-0, nouvelle défense de ceinture, enfin bref. Ouais. C'était un match qui manquait un peu d'éclat. C'est ça. On va être honnête. Après, ceux qui ont fait une polémique sur le TKO, il faut être honnête, hein, Carlos Takam, il perdait quand même largement, très largement ce match. Il n'a pas gagné un round jusqu'à ce truc. Après, il faut encore une fois comprendre que c'est du bise, et ça c'est un peu difficile à comprendre, mais difficile de prime abord quand on a une approche purement sportive. Mais ça fait partie de la stratégie quand même que Joshua soit vendu avec le label que des KO, que des victoires par KO. Et ça l'aurait foutu un peu mal qu'il n'arrive pas à mettre KO un mec comme Carlos Takam. En short notice. Avec tout le respect que j'ai pour Takam, hein, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais en short notice, c'est surtout ça, quoi. Et après,
c'est vrai que c'est agaçant quand tu regardes le match. Moi, je l'ai regardé et objectivement, moi, je te dis, il y avait aucun moyen. Enfin, je vois Oui, pas comment non. Takam aurait pu gagner. Bah avec un Mais headbutt. non, mais surtout ce que j'ai vu, c'est que quand même dès le début, en fait, le référee était quand même à tout le temps checker Takam, genre oh il a des coupures et tout, alors que Oui. c'était bon, ça va, tu vois, genre Takam il allait pas perdre ses deux yeux, tu vois, sur ce match-là, tu vois et tout. Et aussi dès qu'il y avait tu sais, un peu de difficulté, il l'a fait deux fois dans le match et c'était tellement évident, tu vois. Dès que Joshua a commencé à respirer un peu lourdement et ralentir le rythme, bah t'avais l'arbitre qui arrêtait le match, Oui. il prenait Takam, qui le mettait dans le coin, puis il regardait de temps en temps Joshua et puis ah il a bien repris son souffle, allez, on repart, tu vois. Donc c'était chaud, mais bon après encore une fois c'est la boxe et c'était à Londres, tu vois, donc c'est toujours compliqué. Néanmoins, bon, faut pas se voiler la face. Joshua a dominé quand même très largement le match. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, non, mais clairement. Donc bon, c'était surtout, bon, c'est cool pour Takam parce qu'il s'est fait pas mal de bif. Donc voilà, donc Joshua qui est donc toujours champion WBA, IBF, AIBO, bilan impeccable de 20 victoires pour autant de combats. Et donc là, qui est-ce qui arrive? Parce que comme on vous l'a dit, donc Tyson Fury qui est quand même out pour un petit moment, Parker qui semble encore un peu trop tendre, hein. ouais, non, puis Parker, bah, franchement, là, pour le coup, là, je vais être tout à fait honnête, je suis absolument pas fan de Parker. Je trouve que ce mec est complètement overrated, tu vois. Je vais sûrement me faire insulter parce que je sais qu'il y a des fans de ce mec-là. Mais bon, il a combattu personne. Enfin, la plus belle victoire qu'il ait eue, c'est justement contre Takam, tu vois. Voilà. Donc, genre, c'est bon. Je veux dire, bon, c'est pas mal. Il a une belle gueule, il est sympathique et tout, mais c'est bon. Je vais pas dire que c'est un tocard non plus. C'est pas le cas du tout. C'est un bon boxeur, mais il est overrated. Il est dans son coin. Si. En plus, bon, je vais être tout à fait honnête. La catégorie poids lourd, il y a Wilder, il y a Joshua, il y a Ouais. Povetkin éventuellement. Bah, et puis il y a quand même Tony Oka. Et il y a Tony Oka, évidemment. Notre champion du monde national, évidemment. Champion du monde avant même qu'il ait accompli quelque chose. Ouais. Ça, je dis ça pour les petits, les gens qui l'aiment pas, je leur donne un peu je leur fais un peu plaisir, là. Et non, et puis Louis Ortiz, et puis après, passer ça, les gens sont quand même beaucoup moins bons, quoi. Et moi, je pense que Parker, il est pas au niveau, quoi. Enfin, vraiment, bah, ça pourrait être cool, tu vois, parce que bon, il arrive avec un palmarès undefeated aussi, tu vois, et tu Ouais. balances contre Joshua, c'est sympa, tu vois. C'est un truc qui fait un peu rêver et tout, mais je pense qu'en fait, en gros, les gens seraient déçus, tu vois, de l'issue du combat, je pense. Oui, non, Ce serait mais vite c'est ça. expédié, quoi. Enfin, C'est ça. honnêtement. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Et puis pour Yoka, si éventuellement il atteint ce niveau-là, ce sera dans 3-4 piges, hein. Mais, Ah non, moi je parlais de Parker. Yoka, ouais, il y a oui, encore du boulot. oui, Yoka, Ouais. oui, il y a encore pas mal de temps. Et c'est vrai que oui, Parker aussi, c'est la même chose. Mais Parker est assez jeune, donc forcément, là, il ne reste plus. À la fin, il ne peut en rester qu'un, vous le savez bien. Donc, donc Wilder qui là a régalé il y a quelques semaines. Donc, petit bilan de notre cher ami Wilder, hein, quand même. Donc il est champion WBC depuis 2015 sur une victoire par décision, sa seule victoire par décision contre Berman Steven. Donc bilan impeccable de 39 combats, 39 victoires, mais 38 KO. Et là il y avait la revanche contre ce bon vieux Steven qui n'a tenu qu'un round et qui s'est fait démonter. Donc 3 knockdowns et puis vraiment sentiment effectivement la technique elle reste extrêmement perfectible, hein, parce qu'on parle quand même de Wilder, mais c'est vrai que là, c'était vraiment en mode rouleau compresseur, il a défoncé Steven, quoi. Ouais, je pense que c'est actuellement, je sais pas si on peut dire que c'est sa plus belle victoire, mais c'est en tout cas c'est celle où il a fait preuve de la plus grande domination, je trouve, en tout cas sur ses récents combats, parce que quand tu regardes les combats contre Duhaupas ou Szpilka. Moi, j'aime beaucoup le combat contre Szpilka. C'est un combat que je trouve qui apprend beaucoup de choses sur Wilder parce que c'était un combat qui était assez disputé. Mm. En tout cas, jusqu'à ce que Szpilka se fasse décapiter parce que Ouais. le KO est terrifiant. En revanche, Ouais. hein, contre Szpilka, il fout des sueurs froides. Mais jusqu'à ce KO-là, Szpilka faisait un beau taf. Mhm. Et donc en fait c'est assez intéressant. Mais du coup Berman, ouais, le deuxième combat contre Berman Steven Oh là là. Oh. était vraiment très intéressant parce que là encore d'un point de vue purement critique, Mhm. la carrière de Wilder elle est pas ouf.
Enfin, c'est bizarre hein, de dire ça sur un mec qui a 39 combats et 38 victoires par KO, mais en fait, il a vraiment, et c'est pas vraiment de sa faute, hein, je précise, mais il a rencontré personne, quoi. Je crois que le plus haut niveau qu'il ait rencontré, c'était Chris Arreola, et Chris Arreola n'est pas fifou non plus, quoi. C'est pas Non, c'est vrai qu'il y a world eu. beater, Ouais. tu vois. C'est vrai que c'était quand même très. Bah, ce qui est quand même assez éloquent, c'est de se dire que jusqu'à son 15e combat, il n'y a personne qui a une page Wikipédia, quoi. Exactement, ouais, non, Ouais. c'est terrible, hein, mais parce qu'en fait, d'un point de vue perspective, en fait, historique, le mec est à 38 victoires par KO, 39 victoires, Ouais. mais quand tu prends par exemple un mec comme comment il s'appelle, Rocky Marciano, Ouais, ah bah. qui a 49 combats, 49 victoires et je crois 43 KO, 42 KO, quelque chose comme ça, Ouais. on lui chie quand même dessus pas mal en disant que ce mec-là est un peu overrated parce qu'il a combattu personne ou alors que des mecs sur le retour des has-been. Mais bon, quand même, dans le lot, tu vois, il y avait Joe Louis, bon, qui était certes, c'était pas du tout le même Joe Louis, qu'avant. Il revenait d'une coupure et il était dans un sale état. Mais t'avais aussi Archie Moore, Jersey Joe Walcott, Ezard Charles, enfin des mecs qui font vraiment, vraiment pas rire. Pour ceux qui connaissent un peu la boxe, c'est des gens qui, je pense même aujourd'hui, pourraient être bons, tu vois, actuellement. Même s'il y a un énorme différentiel de taille et que le sport a changé, tu vois. Mais c'était des gens qui étaient techniquement très complets. Et on dit quand même de Rocky Marciano, alors qu'il a une carrière immaculée, que le mec il compte pas parmi les plus grands, quoi. C'est une légende, mais quand tu fais un top 5 des meilleurs heavyweights de tous les temps, tu t'inclus. Il y en a un qui inclut Marciano. Moi, je l'inclus Marciano, mais la plupart des gens ne l'incluent pas, en fait, dans le top 5, tu vois. Mais je pense que Deontay Wilder, c'est un peu ce qui risque de lui arriver, parce qu'il peut très bien finir sa carrière à 50 victoires, 50 KO, enfin, ou 48 KO, enfin, je sais pas. Mais il aura combattu, at the end of the day, personne. Et c'est pas de sa faute parce qu'il a essayé de combattre Povetkin à une époque quand personne voulait combattre Povetkin. Povetkin a popé pour je ne sais quel produit. Et puis après, il a essayé de combattre Luis Ortiz là récemment. Ça devait se faire. Moi, je voulais que ça se fasse parce que je suis un énorme fan de Luis Ortiz et j'aime beaucoup son style. Bah, mais bon. Mais le petit Luis, il a pop-up again. Et il a Again, c'est les gens qui ont les habitudes ont la peau dure, quoi. Ah, putain, mais ouais. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que le match contre Joshua fait tout son sens. C'est vraiment ce qui manque à la carrière de Wilder. Même si Joshua est jeune, c'est quand même un mec qui est sérieux et qui pourrait vraiment, tu vois, genre apporter le dernier joyau sur la couronne de Wilder, quoi. Et puis là, clairement, aujourd'hui, dans la catégorie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ce combat-là, c'est vraiment la finale entre guillemets, pour décerner qui est un peu le meilleur heavyweight actuel. Parce que sinon, il y avait effectivement Ortiz, mais comme on a dit, il a pop-up. Et donc là, par les deux, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que si Wilder gagne, tout un public le découvrira. Effectivement, il passera de mec qui a son bilan en carton mais invaincu. Et pour Joshua, s'il gagne, là c'est vraiment la superstar. Enfin, parce que là, il aura vraiment. En plus, il est jeune et tout. Si jamais là le prochain combat de Joshua, croisons les doigts. Hein. Imaginons que le combat se signe et que ça se fasse là dans les prochains mois et que Joshua gagne par KO. Il visait l'été 2018. Ouais. Ouais, mais là, je pense que le monde lui appartient, parce qu'il a quel âge, là? Il a quoi? Il a moins de 30. Il a moins de 30 ans. 28 ans, ouais. Imaginons table qu'il a 29 ans quand il met KO Wilder. Ça lui reste quand même 5 ou 6 ans de carrière bien, tu vois, où il est au top et il y a personne qui vient le déloger, quoi. Parce que il y a personne. Objectivement, là, je vois pas qui pourrait venir déloger. Peut-être un Fury, si Fury revient bien. Ouais, moi, je pense encore aujourd'hui que Fury est meilleur boxeur que Joshua, hein, objectivement, hein, je le pense. Après, meilleur athlète, je ne pense pas, mais meilleur boxeur, ça c'est certain. Ouais. En tout cas à mes yeux. Mais le problème, c'est que Fury, je pense on le reverra pas revenir, quoi. Ou alors trop tard et dans des sales conditions. Ça me fait chier, hein. Moi c'est un mec que j'adore voir boxer, Fury. Je trouve qu'il est très intéressant et il a une belle technique. Et il sait tout faire. Sachant qu'il a qu'un an de moins que Joshua en plus. Enfin vraiment. Moi j'en aurais donné, je sais pas, 10 de plus ou un truc comme ça. Mais non, Fury, objectivement, c'est un des derniers très bons boxeurs, on va dire.
Parce que bon, Joshua, il faut encore qu'il confirme. À mes yeux, même s'il a fait un très bon match contre Klitschko, je reste encore sceptique sur certaines choses à son égard, tu vois. Et Wilder, pareil, tu vois. Wilder, on sait pas quoi. Tant qu'il combat pas quelqu'un qui le met en difficulté, je connais pas son niveau. C'est très difficile, moi, quand je me suis préparé un petit peu pour faire le podcast, parce que on se prépare pour faire nos podcasts. Eh oui, oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le niveau de Wilder? C'est très difficile d'avoir une idée réelle de son niveau, parce qu'il a jamais vraiment été mis en difficulté, mais vraiment en difficulté, où tu te dis putain il va perdre, tu vois, c'est jamais vraiment, en tout cas j'ai pas souvenir, et donc du coup j'ai un gros mystère, quoi. Je serais incapable de dire qu'est-ce qu'ils valent réellement. Après on peut, tu vois, apprécier un peu la technique, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire sous peu, Ouais. mais bon, le Fury en revanche, moi je vois très bien. Enfin, c'est un mec qui sait, encore une fois, qui sait tout faire en boxe, quoi. Il sait boxer à distance, il sait clincher, il sait pas. Et donc c'est rare. Maintenant, les gens sont plutôt assez spécialisés dans une distance ou même ils sont pas assez complets, quoi. D'ailleurs, le truc qui est arrivé à Berman Steven là sur son dernier KO, c'est que le gars était incapable de casser la distance contre Wilder, quoi. Ça te montre la limite d'un mec qui était champion du monde, Berman Steven, C'est ça. et qui est en fin de carrière, quoi. C'est pas un rookie, tu vois, et c'est pas, normalement, il est censé avoir développé un bagage technique qui lui permettrait, tu vois, de faire face à un adversaire un peu de la configuration de Wilder, et il en était incapable, quoi. Et donc, c'est assez étonnant. Et dans l'optique d'un combat Wilder-Joshua, comme tu disais, c'est le combat qui devrait consacrer justement la nouvelle star chez les heavyweights. Est-ce que l'endroit où se disputera le combat pourra jouer, sachant que dans tous les cas, vraisemblablement, on peut quand même dire que la boxe et les promoteurs ont plutôt intérêt à ce que Joshua gagne, mais si c'est aux États-Unis? Alors, étonnamment, je vais peut-être dire un peu choqué, mais moi je pense que, enfin, non, je sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux que ça se fasse Que ce soit? objectivement, je pense, aux États-Unis. Il Ouais. vaut mieux que ça se fasse aux États-Unis. Mm. Je pense. Il y a moins de chances que le combat soit pollué comme le combat contre Takam, quoi. Enfin, parce que là, Ouais. bon, encore une fois, c'est pas non plus une polémique parce que Takam perdait le combat, mais imaginez la même situation dans un combat qui est back and forth. Ils feront pas ça, ils feront pas ça. Bah, je sais pas, tu vois, je me dis, tu vois, Joshua, c'est quand même. Bon, après, Ça fera comme on est. Klitschko, je pense. Ouais, c'est vrai que Klitschko, ils ont foutu la paix au combat, ils sont pas intervenus, mais parce que justement, enfin, il y avait pas vraiment besoin, en fait. Oui. Enfin, je veux dire, il y avait pas besoin. L'action était tellement soutenue que je pense pas que l'arbitre il s'est sorti vivant, tu vois, si jamais il avait arrêté le combat, genre comme ça aurait été un peu un énorme scandale. Non, je sais pas, je me dis qu'en fait, ouais, je penche plus pour la neutralité américaine. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal, c'est peut-être un sentiment un peu gaulois, mais j'ai un peu de mal avec les matchs organisés en Angleterre. J'ai C'est pas que vis-à-vis de la boxe, hein, c'est aussi vis-à-vis de l'UFC, par exemple, Bisping qui gagne tous ses matchs en Angleterre et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui me gênent un petit peu là-dessus. Enfin, mais c'est pas entièrement rationnel, hein, je le comprends parfaitement et ne m'en voulez pas. Je dis juste que d'instinct, je dirais que c'est mieux que ça se fasse aux États-Unis. Et en plus, la promo sera plus importante aux États-Unis, je pense. Enfin, Ouais. d'un point de vue. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça permettrait dans tous les cas aux deux d'être dans une nouvelle dimension avec les pay-per-view, Showtime ou HBO. Enfin, Ouais. bref. Dans tous les cas, c'est clair. T'imagines la fin du monde, tu t'imagines la carte qu'ils peuvent faire, tu vois, Ah oui. si c'est des belles organisations qui font ça, enfin si c'est des bons promoteurs qui s'en occupent et tout, ils peuvent te faire une carte exceptionnelle. Tandis que si c'est en Angleterre, justement rien qu'avec le problème des pay-per-view, ça fout des contraintes, tu vois. Ouais. En plus, ce promoteurs sera dans vont- l'après-midi aux États-Unis, donc. Bah voilà, c'est ça. Ils vont se dire ouais, ça fait chier, les gens vont pas regarder le combat et tout, enfin, vont pas pouvoir acheter des pay-per-view. Donc ça vaut mieux, moi je pense, pour le bien de tous, tu vois, que ça se passe aux États-Unis, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et maintenant place à la fameuse analyse technique et pronostic de ce duel annoncé entre les deux géants, donc physique comme du point de vue de leur ceinture et de leurs accomplissements. Alors je t'en prie, Mathieu, ton favori. Bah, je vais commencer par Joshua, Ok. parce que je pense que c'est le plus simple à analyser. Ouais. On va dire objectivement, Joshua, j'ai l'habitude de dire quand j'en parle avec des gens que c'est un bon boxeur.
Ouais. On va faire abstraction du physique. Faisons abstraction du physique. Si on prend juste sa technique, c'est un bon boxeur. Ouais. C'est pas un excellent boxeur et c'est pas le meilleur boxeur. C'est un bon boxeur. Il a de très bons fondamentaux. Il a une bonne attaque, un bon jeu agressif. Il varie excellemment les niveaux. Il a un très bon jab, très pur, je trouve, très rapide, bien délié, bien allongé. Il est capable de varier les zones de frappe. Il l'a fait contre Takam. Moi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, il y avait un truc à un moment donné, il avait du mal à toucher Takam sur certains échanges. Il a commencé à attaquer au corps. Et c'est tout con, tu vois, mais même faire juste un jab au corps de temps en temps, même si ça fait pas mal, ça induit le doute dans l'esprit de l'adversaire qui va pas pouvoir anticiper totalement l'attaque, et donc ça permet de dérouler un jeu offensif. Et donc le jeu offensif de Joshua, il est quand même assez impressionnant. Il sait tout faire en offensif globalement. Il peut te mettre KO des deux mains, je pense. Il fait de bons crochets, de bons uppercuts. Il varie bien les niveaux, il varie les rythmes aussi. En défense, je pense que c'est un peu là que ça coince en fait avec Joshua, mais parce que encore une fois, c'est un putain de géant le mec, donc il a pas trop l'habitude. Enfin, il a pas développé au fil de sa carrière qui est quand même assez courte. Il a pas beaucoup d'expérience aussi à ce niveau-là. Un jeu défensif ultra rodé, parce qu'il n'en a pas eu besoin tout simplement. Il est tombé sur pas mal de gens qui étaient totalement incapables de passer outre son jab et outre ses attaques, et donc il n'a pas développé un jeu défensif très impressionnant. Et donc ça, c'est un petit défaut, c'est-à-dire je trouve qu'il a tendance à laisser aller un peu ses bras quand il commence à faire des enchaînements. Il a aussi un problème, c'est qu'il recule en ligne quand on l'attaque. Il désaxe pas, il pivote pas, en tout cas très rarement. Et ça, contre un mec qui sait bien enchaîner les attaques et qui a un peu de cœur et qui va accepter de prendre un coup pour en donner un, il peut se faire marquer. Ça lui est pas encore arrivé dans sa carrière, mais c'est arrivé en revanche aux Jeux Olympiques contre Camarel. Camarel, c'est ce qu'il avait fait en finale. Il prenait le jab, il le prenait sur le front et puis il rentrait en crochet, et il avait géré ça. Bon, c'était pas le même Joshua. Ouais, parce que se faire aujourd'hui accepter de se faire marquer par Joshua, faut quand même. Non, c'est sûr, mais il y a une façon de le faire aussi. Tu le prends pas en plein sur le pif. Oui, non. T'as une façon, t'as tout un jeu justement comme ça des mecs comme Frazier et tout ça, c'était des pros là-dedans, tu vois, d'accepter de prendre certains coups qui sont pas vraiment dangereux, mais qui vont permettre de rentrer dans la distance. Donc ça, c'est un peu le défaut, on va dire, le plus évident de Joshua, et le défaut moins évident, mais que moi je trouve plus grave en revanche de Joshua, c'est qu'il a un vrai manque de jeu de jambes. Il est très très flat-footed, je sais pas comment traduire ça en anglais, j'ai pas envie de faire le connard de Québécois, tu vois, qui donne des mots anglais à chaque fois. Arrêtez avec vos anglicismes. Mais en gros, il a pas un jeu de jambes ultra développé. Il boxe principalement en ligne. En ligne, c'est-à-dire qu'en gros, il va pas faire de mouvements latéraux, pour ceux qui suivent pas. Il boxe principalement en ligne, moi, j'ai rien contre le fait de boxer en ligne. L'école cubaine, par exemple, de boxe fonctionne essentiellement là-dessus, mais ils sont constamment en mouvement dans l'école cubaine. Ils faussent constamment les distances avec du in-in-out et des feintes et tout. Joshua, il sait le faire, ça. C'est-à-dire, il y a certains matchs où il le fait un petit peu, mais je pense qu'il s'économise. Je pense qu'en fait, c'est un problème d'énergie, en fait, et qu'il doit savoir qu'il n'a pas l'endurance pour maintenir ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de matchs où en fait, par exemple même contre Takam ou surtout contre Klitschko, il se faisait dépasser au niveau des mouvements. Tu vois, contre Klitschko, c'était super évident. Klitschko, il popait un jab, il reculait et Joshua, il envoyait 2 coups dans le vide et puis Klitschko revenait. Et c'était assez impressionnant de voir ça en fait, de se dire merde, c'est un truc quand même assez, je vais pas dire basique, mais fondamental en boxe en fait. Le footwork, c'est vraiment le truc je pense, un des trucs les plus importants. Et je trouve que Joshua en est dépourvu. Et d'ailleurs, pour comparer avec quelqu'un qui n'a pas le niveau de Joshua, qui est loin d'avoir le niveau de Joshua et qui est moins bon boxeur, alors je le dis, je prépare parce que je sens que je vais déclencher une polémique en disant ça, mais un mec comme Yoka, il a un bien meilleur footwork que Joshua. Ouais. Il a que ça de meilleur que de Joshua. Mais en tout cas, je le dis, si vous êtes objectif et que vous regardez Yoka boxer, et il a un jeu de jambes qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche en fait que Joshua. Donc ça, c'est le gros défaut de Joshua. Donc pour en fait faire un point bref, rapide,
Il a les meilleures attaques. Il sait boxer en contre aussi. J'ai oublié de le souligner, mais quand tu essayes de le dépasser, il est capable de t'allumer avec un contre du bras arrière et tout. Il est très très bon là-dedans. Il est bon en clinch. Contre Takam, il l'a fait notamment à chaque fois qu'il cassait la distance. Et d'ailleurs, c'était marrant de noter que c'était dans la mi-distance qu'il a fait les coups les plus marquants contre Takam. Alors que c'était un peu enfin, généralement, on avait tendance à penser que Takam, comme il est plus petit et qu'il a un jeu un peu en pression et en bob and weave et en esquive, bah, il aurait été mieux, en fait, à mi-distance. Mais en fait, c'est à mi-distance où Takam a pris les coups les plus lourds, en fait, contre Joshua. Donc, c'est quelqu'un qui a un jeu offensif qui est très riche, comme je dis, ça, c'est son gros point fort, c'est son jeu offensif. Il peut te mettre KO des 2 points. Après, en jeu défensif, je dirais je vais pas dire médiocre parce que c'est méchant de dire ça, mais, average, moyen, tu vois, il brille pas par sa technique défensive. Après, il a un très bon menton, hein. Il est revenu contre Klitschko et tout, il est capable de se ressaisir. Et après, son gros défaut, et moi je maintiens son gros défaut, c'est son jeu de jambes. Il a pas un jeu de jambes défensif très développé, et même en jeu de jambes offensif, il n'est pas très très bon. C'est pas un excellent ring cutter. Il laisse quand même, enfin, quand tu vois son match contre Takam, il aurait pu terminer le match, si ça avait été un bon ring cutter, il aurait pu terminer le match très rapidement. C'est clair. Mais après, le problème, c'est que c'est que ses faiblesses, en fait, elles sont tellement gommées par sa puissance et par ses points forts que... Ben, il s'en rend pas compte. Ouais. Je pense que lui-même ne s'en rend pas compte et que les gens ne s'en rendent pas compte aussi. En fait, c'est ce que j'ai tendance à dire, et pour l'opposer à Wilder, parce que Wilder, c'est vraiment le porté inverse. Oui. Je pense qu'en fait, les défauts techniques de Joshua qui sont très, 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 très importants, c'est des défauts qui sont très importants, je le maintiens en boxe, et ben, ils sont gommés en fait par une apparence de technicité qui existe, hein. Il est technique, il est fondamental, mais surtout une apparence télégénique. C'est-à-dire, quand on le voit boxer, on se dit ah putain, il boxe bien, Joshua. C'est la première impression, parce qu'évidemment il a une belle boxe, quoi. Elle est belle, tu vois, sa boxe. Il y a un beau style, c'est pas gauche, c'est pas brouillon, mais ça cache en fait quelque chose de plus difficile à percevoir de prime abord, et qui est quand même très important. Alors que Wilder, pour comparer, je vais passer à Wilder comme ça, Wilder, c'est un mec qui a des dehors, enfin, quand on le voit de l'extérieur, on se dit putain, mais c'est un amateur, le mec. Ouais. Enfin, il a une technique qui est pas très propre et qui est brouillonne et qui est gauche. Et en fait, dans ce délire, dans cette espèce de confusion technique qui est pas terrible et tout, il cache en fait certains aspects techniques qui sont très bons en fait. Et en fait, ceux qui pensent que Deontay Wilder est juste une brute et se sert juste de sa puissance physique et de ses attributs physiques, je pense, mais c'est mon avis, qu'il se plante. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que Wilder est bon, et en fait, ça s'est particulièrement vu, je trouve, dans son dernier match contre Steven, enfin, sur le peu d'images qu'on a de ce match, parce que il n'a pas duré très longtemps. Et en fait, il a des moments de brillance en fait technique, Wilder, mais c'est gommé par des gros défauts, pour le coup, très très évidents dans sa façon de boxer. Donc je vais dire ce que je pense de Wilder purement techniquement. Hein. Mais il a commencé aussi beaucoup plus tard, c'est ce qu'il faut. Enfin, les gens ont tendance à oublier qu'il a commencé, il avait 20 ans quand même, Wilder. Mais je crois que Joshua, il a commencé tard aussi. Hein. Je crois qu'il a commencé à 18 ans ou 19 ans, un truc comme ça. Hein. Après, il y avait les JO et tout ce qu'il y avait autour, tu sais, comment dirais-je, il a très vite été, par exemple, tu vois, membre de l'équipe britannique et toutes ces choses-là, tu vois, qui fait que Wilder, lui, c'était un peu en mode thug au début, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que Wilder n'a pas gagné il a été médaille de bronze au olympique, mais il a pas. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de compétitions amateurs. Non. Ouais, non, Joshua, il a commencé à 18 piges. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont commencé tard tous les deux. Mais c'est un peu le même modèle, hein, quand tu réfléchis. C'est des nouveaux boxeurs. C'est-à-dire, je sais pas quand est-ce que le tournant a été pris, mais en gros, il y a eu un moment où en fait, on est passé de boxeurs qui étaient avant tout des boxeurs et ensuite des athlètes à une époque où maintenant c'est surtout des athlètes et pas vraiment des boxeurs. Oui. Et je pense qu'en fait, le tournant, il s'est fait avec Roy Jones, en fait. Roy Jones Jr. Ça, c'est ma théorie. Parce que Roy Jones Jr., il a montré qu'en fait, avec une technique qui était parfois, je veux dire,
si tu commences la boxe et que tu veux vraiment apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire, bah regarde Roy Jones Jr. et ne fais pas ce qu'il fait, quoi. Parce que en gros, si t'es pas Roy Jones Jr., t'arriveras jamais à faire ce qu'il fait, parce que c'est un monstre athlétique et qu'il avait un instinct de tueur. Hein. C'est une légende, hein, je dis pas le contraire. Mais techniquement, je vais pas dire que c'était une catastrophe, mais c'est pas ce qu'il faut faire en tout cas. C'est pas ce qu'il faut faire quand t'es quand t'es Jean moyen, quoi. En gros, ça c'est sûr, c'est pas ce qu'il faut faire. Et je pense en revanche qu'il a démontré en fait Roy Jones que finalement l'avantage physique que tu peux avoir athlétique compense très largement en fait la petite désavantage technique, tu vois. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le tournant a été pris et qu'en fait, en gros, bah, t'as des mecs, tu vois, Wilder, c'est même pas le pire, mais tu prends un mec comme Brian Jennings, tu vois, c'est un boxeur américain, il a perdu contre Luis Ortiz là récemment. C'est un mec, il a, je crois, 22 combats, 20 victoires. Je sais pas, j'ai pas le palmarès sous les yeux. Il a 2 défaites, je crois, mais après, il a que des KO, mais parce qu'en fait, c'est juste un athlète. Et pour le coup, lui, il a vraiment pas de technique, tu vois. Enfin, et c'est juste, tous les deux appartiennent un peu à cette tendance-là, avec l'exception quand même de Joshua qui a quand même objectivement une plus belle technique. Il faut le reconnaître. Wilder, si je peux rentrer vite fait dans l'analyse technique, hein, je vais pas trop vous saouler avec ça, c'est un mec qui a des défauts qui sont évidents. Il a une garde basse, il a les mains basses, il se lève pas très bien lui non plus, il a pas un très bon footwork non plus, il est même footwork parce que moi j'avais de mauvais souvenirs dans mes souvenirs quand j'avais pas revu les combats récemment, je me disais qu'il bougeait bien, mais en fait il bouge encore moins bien que que Joshua. Enfin, bouger, je parle pas des mouvements, mais juste la façon dont il gère sa présence dans le ring en fait. C'est pas très intelligent, c'est-à-dire il laisse souvent ses adversaires sortir de l'enfermement. Enfin, c'est pas un très bon ring cutter et en revanche, il a un gros défaut, c'est que quand il est agressé, à la différence de Joshua qui lui recule, bon, il recule en ligne droite, c'est un défaut, mais il recule. Du coup, Wilder, lui, ne recule pas, il se penche en arrière, menton bien exposé. Pour le moment, ça passe parce qu'il fait 2 mètres et que personne n'a réussi à vraiment avoir la puissance de frappe nécessaire pour le choquer dans ces moments-là. Ouais. Mais ça, c'est un truc, tu vois, qui objectivement, il y a 20 ans, n'aurait jamais passé, quoi. Tu vois, si tu le mettais contre un mec comme, je sais pas, Lennox Lewis ou un truc comme ça, il se serait fait mais allumer, quoi. C'est un défaut qui est, c'est une des premières choses qu'on t'apprend en boxe quand tu fais de la boxe, quoi. C'est ne jamais, sous l'agression, baisser ses bras et mettre sa tête en arrière comme ça. Enfin, c'est un gros défaut. Donc en fait, effectivement, il a une attitude de mec. Quand on le regarde combattre, on va se dire putain, mais est-ce qu'il a déjà foutu un doigt de pied dans une salle de boxe, ce mec-là? Parce que il fait quand même des trucs qui sont assez étonnants. Autre chose qu'il fait, qui est très très amateur, enfin mais amateur pas dans le sens boxe amateur, mais amateur dans le sens amateur tout court, c'est que quand il donne des coups, il a tendance alors les Anglais ils disent ça, ils disent lead with the head. C'est-à-dire quand tu donnes un coup, généralement pour que ton coup se voit pas venir à 30 km, tu le fais partir, enfin en gros, il faut que ce soit le moins de ton corps qui ne soit pas investi dans le mouvement qui accompagne le coup. Lui, en fait, il arme ses coups, il part avec ses coups. Ah oui, c'est le moulin, Et ça, c'est un truc, normalement, tu vois venir à des kilomètres et que normalement, tu peux esquiver, tu peux contrer là-dessus. Les gens ont tellement peur de Wilder qu'à mon avis, ils ont pas le sang-froid, tu vois, pour juste avoir une attitude défensive réfléchie, tu vois. Mais si t'es tombé contre des mecs qui étaient un peu plus durs et un peu plus un peu meilleur techniquement aussi, c'est ça le problème, bah il aurait pu se faire contrer, tu vois. Enfin, donc du coup ça c'est pour les défauts, et à côté de ces défauts là qui sont évidents, il y a quand même des gestes techniques qui sont très bons. Je trouve qu'il a un très bon jab déjà, excellent. Je pense même objectivement meilleur que Joshua. Le jab de Wilder, il est très rapide et puis il sait faire tout en fait avec son jab. Il arrive juste à prendre la distance s'il veut prendre la distance. Il peut te l'envoyer comme une gifle s'il veut te déconcentrer, ou il peut même te faire mal juste sur le jab. Donc ça, c'est déjà une énorme force. Tous les deux sont orthodoxes, c'est-à-dire ils ont orthodoxe, pas la religion, mais dans leur position. C'est-à-dire ils sont pas fausses pattes. Donc c'est le bras gauche qui lead. Enfin, en gros, le jab est donné du bras gauche. Et donc ils seront en garde, qu'on appelle donc en garde opposée. Et ça va être une bonne chose, parce qu'en fait il y a rien de plus moche que
que deux bons jabbers, tu vois, deux bons mecs qui savent jabber, mais qui sont en cross guard, c'est-à-dire en gros gaucher contre Oui. gaucher contre droitier. Là, les deux bras se télescopent à chaque fois, c'est insupportable. Donc là, en plus, ça peut donner un beau match parce qu'ils ont tous les deux un très beau jab, et ils sont tous les deux en garde opposée, quoi. Et donc ouais, donc ça, le jab très bon, le cross du bras arrière excellent aussi. En plus, je sais pas s'il le fait volontairement, mais il a une bonne compréhension de où il faut se placer là pour le coup au niveau footwork, alors que Joshua le fait pas tout le temps ça. Il sait qu'en fait, et c'est pour ça qu'il a de très beaux KO contre des gauchers. D'ailleurs Wilder dit qu'il aime bien combattre des gauchers pour ça, et je pense qu'il a raison. C'est qu'en fait, il arrive à placer son pied son pied avant. En fait, il prend un angle en fait où son pied avant, c'est un peu compliqué à dire comme ça, à expliquer avec des mots, mais en fait, son pied avant, il va le mettre à l'extérieur du pied avant de l'adversaire et pas à l'intérieur, c'est-à-dire pas dans la garde de la personne, mais à l'extérieur pour pouvoir armer son bras arrière et pour avoir une force de pénétration plus forte en fait. Et ça, il le fait naturellement en fait. Je pense il a dû le taffer, mais il le fait tout le temps. Alors que par exemple, Joshua, parfois, ça lui arrive juste de donner des coups comme ça et de pas prendre une position qui serait optimale, tu vois, pour faire le maximum de dégâts possible en fait. Donc ça, c'est pour ses qualités. Après, sur le footwork, il y a des choses qu'il fait bien. Notamment, ce qu'il fait quand il fait ses combinaisons, c'est qu'il désaxe souvent. Il désaxe pas défensivement, il n'arrive pas à le faire défensivement. Généralement, il recule et parfois même pire, il se penche, comme j'ai expliqué. Mais quand il attaque, ce qu'il fait souvent, et d'ailleurs il l'a fait contre Stiverne plein de fois on peut compter là sur les 3 minutes de combat, il a dû le faire peut-être 6 ou 7 fois, et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand il fait des enchaînements, genre par exemple jab, cross, hook, jab gauche crochet, et ben sur le crochet, au lieu de rester en ligne, il va sortir de la ligne de frappe et il va se désaxer en fait, et ça va lui permettre d'attaquer pendant qu'en fait l'adversaire se repositionne. Parce que si l'adversaire remise à ce moment-là, il va remiser dans le vide et c'est encore pire. Après, Donc, c'était quand même très grossier hein, contre Stiverne. Ouais, mais moi je sais pas, si tu veux, je me laisse pas aller en fait juste à l'appréciation esthétique du bousin quoi. En fait, si tu veux, parce que ça c'est un truc que Joshua ne fait jamais par exemple. Oui, tout à fait. Joshua, il est simple en fait dans sa boxe. Je pense aussi qu'il y a un côté physique qui fait que, parce qu'effectivement quand il y a son allonge, il y a le fait qu'il soit extrêmement longiligne, mais en même temps qu'il fasse 2 m 1. Je pense que pour ses adversaires, t'as le sentiment d'être vite acculé, enfin visuellement, tu vois. Puis surtout, je pense, bon là on va aborder le sujet physique parce que je voulais pas trop l'aborder parce que c'est hautement subjectif ça, mais je pense qu'il est incroyablement rapide pour ça. Je le trouve, moi personnellement, quand je vois les images et tout, je le trouve plus rapide que Joshua quoi. Enfin, et ça doit être très déroutant, je pense, de voir un malabar comme ça, un mec qui fait 2 m 1. Normalement, c'est des mecs qui sont assez lents, hein, les gens qui sont grands comme ça. Bouger à cette vitesse-là, quoi. Ça doit être, je pense, très déstabilisant. Tout à fait. Et dernier petit point technique, hein, juste après je vous dirai ce que j'en pense et de comment ça va se solder, à mon avis, si jamais il y a un match. J'ai bien aimé ce qu'il a fait contre Stiverne, qui faisait pas du tout avant, et qu'il a pas fait par exemple contre Szpilka. Je remets Szpilka sur la table, et Szpilka, c'est pour ça que Szpilka a réussi à le toucher plusieurs fois, alors qu'il est plus petit, il a une moins longue allonge. C'est que pendant le combat contre Stiverne, c'est très court encore une fois, donc il l'a fait. Peut-être il l'aurait pas fait sur tout le combat si le combat avait duré, mais en gros, ce qu'il faisait beaucoup, c'est qu'il faisait des mouvements latéraux dans ses attaques. C'est-à-dire, en gros, il va faire ce qu'on appelle des switch punch. Alors, pour expliquer, encore une fois, ça va être compliqué. Généralement, quand on est en garde, la main forte, comme on appelle, c'est la main arrière. En gros, pourquoi c'est la main forte? C'est parce qu'on peut engager les hanches, on peut pivoter avec la jambe arrière, on peut engager le plus de poids possible. C'est d'ailleurs le meilleur coup de Joshua, et c'est le meilleur coup de Deontay Wilder, le direct du bras arrière. Et en fait, le switch punch, c'est un boxeur. Alors, je pense pas que ce soit lui qui a inventé ça. Ça devait être bien connu avant, mais c'est un boxeur il y a super longtemps. Il y a, je pense, 100 ans, un truc comme ça. C'est Bob Fitzsimons qui a utilisé ça la première fois pour prendre la ceinture contre Jim Corbett. Et en fait, le switch punch, c'est en gros, on va switcher en fait sa position au niveau des jambes en fait, pour qu'en fait le bras arrière, notre bras avant, qui est donc notre bras faible, devienne notre bras fort en fait. Je pense que si vous suivez un peu, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Et donc finalement, notre bras avant qui normalement fait un jab va finalement faire un cross.
c'est tout con hein, comme truc, mais en fait, toute la difficulté dans cette technique, c'est de le masquer pour que ce soit pas évident. Il y a des mecs qui sont exceptionnellement bons là-dedans. Un mec comme Lomachenko, par exemple, fait très souvent ça. D'ailleurs, les boxeurs des pays de l'Est le font souvent. C'est un truc qui est assez commun en fait dans leur façon de s'entraîner. Et donc, c'est ce qu'il a fait contre Stiverne. C'est le dernier knockdown. Après le premier et le deuxième, si vous regardez le troisième, c'est ce qu'il fait. Et il le fait avec une vitesse, mais ça fait juste flipper pour quelqu'un de sa taille. C'est un droitier, donc comme j'ai dit encore une fois, c'est un orthodoxe, donc il a la jambe gauche avant. Et en fait, il va faire une feinte d'esquive sur la gauche, donc de son côté de sa jambe, puis il va partir en fait en désaxage et il va avancer tout simplement avec sa jambe arrière qui va devenir sa jambe avant. Et à ce moment-là, il va envoyer une mandale mais du fond des âges sur Stiverne qui est déjà vraiment qui est aux fraises et il le chope bien violemment. D'ailleurs Stiverne a été au tapis, mais ça faisait peur à voir. Donc il est capable en fait c'est ça qui est étonnant, si je peux vous transmettre une idée sur Wilder, c'est que c'est un mec qui a l'air complètement brouillon et pas technique et tout, mais qui est quand même capable de certaines fulgurances techniques. Donc, il est toujours dangereux, quoi, objectivement. Donc voilà, pour ce que j'avais à dire sur la technique de Wilder. D'ailleurs, Donc, est-ce que juste tu penses que Wilder, là, il aurait toujours été invaincu s'il y avait eu le combat contre Povetkin? Povetkin, très, très court, hein, pour faire court. Je pense que Wilder aurait pu gagner contre Povetkin. Ouais. Et même, je pense qu'il aurait eu toutes les chances de gagner. Povetkin, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, c'est un bon pressure fighter. Il a un bon savoir technique, il a une bonne défense, une bonne gestion du ring, lui, pour le coup, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, Povetkin, il a un gros défaut, c'est qu'il n'arrive pas à boxer contre des gens qui savent tricher, entre guillemets. Quand je dis qu'ils savent tricher, qu'ils savent utiliser les règles à leur avantage. Et ça a été très très flagrant dans son combat contre Vladimir Klitschko, où normalement il n'aurait pas dû perdre comme il a perdu contre Klitschko. C'était une humiliation contre Klitschko. Le combat n'était même pas serré, quoi. Et en plus vraiment... chez lui, hein. Ah non, c'était terrible. Et en fait, Klitschko, il a juste fait deux trucs très simples. C'est qu'il javait, il reculait, et dès qu'en fait il était acculé par Povetkin, il entrait en clinch. Il épuisait Povetkin et dès qu'il sortait, il explosait sur le match n'a été que ça là pendant les 12 rounds, c'était que ça. Enfin les 12 rounds, je sais pas combien je suis même pas sûr. Oui, c'est ça, c'était 12 ouais. 12 rounds, là, c'est 12 rounds et donc du coup en fait Povetkin, je pense aurait pu effectivement poser problème à Wilder au début, mais je pense que Wilder, il est quand même assez intelligent je vais dire d'un point de vue purement boxif. Boxe. Non, je sais pas, je connais pas le bonhomme au quotidien, tu vois, sûrement il est très très malin et sûrement un parfait gentleman, je ne doute pas, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il aurait compris en fait, il aurait vite noté. Et c'est un truc qui est tellement facile à voir. Et en plus, le problème, c'est que Povetkin aurait combattu donc Wilder après avoir perdu contre Klitschko. Et je pense que tout entraîneur de boxe qui prépare contre Povetkin doit montrer, surtout quand t'as un gaillard qui a le physique de Wilder, tu dois dire ok, ça c'est le game plan que tu dois suivre si tu dois battre si tu dois battre Povetkin. Et je pense que c'est comme ça je pense qu'il aurait gagné Wilder. Je pense qu'il aurait gagné, objectivement. Bien. Et voilà. Et donc, du coup, si je peux donner un petit avis, moi, personnellement, si je vois un match Wilder-Joshua, c'est un peu à qui frappera le premier. Hein. C'est un peu facile de dire ça, mais je pense que c'est des gens qui n'ont jamais en fait été en difficulté véritablement, sauf Joshua contre Klitschko, mais parce qu'en fait ils ont jamais eu à rencontrer leur équivalent en fait, d'un point de vue purement physique et tout, et physique et athlétique. C'est-à-dire ils sont tombés sur des mecs qui étaient aussi grands qu'eux, mais qui étaient pas aussi explosifs et pas aussi dangereux en fait. Et je pense qu'en fait les deux ayant d'énormes failles en défense. Je maintiens les deux. Wilder plus que Joshua pour le coup. Oui, Wilder, ça me... Ouais, je pense qu'en fait, ce sera un peu à celui qui frappera le premier. Mais bon, on va quand même essayer de développer un peu, parce que c'est un peu facile de dire ça. Je pense quand même que les défauts de Wilder sont quand même très, très handicapants contre un boxeur comme Joshua.
parce que Joshua, il est capable justement, il a un jeu offensif qui est plus technique en fait que Wilder, qui est plus construit. Il peut faire des enchaînements de 4 ou 5 ou 6 coups en fait, mais qui vont tous être dangereux, tu vois. Tandis que Wilder, quand t'as passé les 3-4 premiers coups d'explosion, en fait, il fait même pas très très mal en fait sur les derniers coups. Ça s'est vu contre Spilka où il le touchait quand même pas mal de fois, mais Spilka il dit bon ok tu m'as touché super. Enfin bon jusqu'à ce qu'il se prenne le contre des enfers qu'il l'a envoyé au tapis quoi. Mais je pense que Joshua serait capable de développer un jeu offensif suffisamment efficace en volume un peu tu vois et je pense qu'en fait il mettrait KO Wilder en fait. Si je devais donner un pronostic je dirais parce que Wilder les défauts qu'il a de reculer comme ça sans garde avec la tête complètement à découvert c'est Oui, non, surtout contre Joshua. Et tu penses que même les mouvements de Wilder, ça pourrait pas lui être... parce que... Je pense qu'en fait, moi personnellement, comment je vois le match se configurer sous mes yeux, je pense que en fait Joshua aurait du mal au début parce que c'est vrai que Wilder est très atypique dans sa boxe. Il a une boxe qui est très compliquée. C'est pour ça que son jab est excellent. D'ailleurs, on dit, je disais ouais, il a les mains basses, il a une garde dégueulasse et tout. En fait, c'est pas une garde dégueulasse. Ceux qui font la boxe connaissent ça aussi. Les coups qui viennent d'en bas qui partent d'en dessous, on va dire pas d'en dessous de la ceinture, mais d'en dessous de la ligne des épaules, sont beaucoup plus difficiles à voir venir en fait en défense que les coups qui partent d'en haut en fait, qui sont en fait au niveau de tes yeux en fait quand t'es en face. Et c'est pour ça qu'en fait il a un jab qui est très très chiant Wilder en fait, il arrive à le sneaker un peu entre la garde et tout, tu vois, il a un bon timing en plus là-dessus. Mais en fait, je pense pas que ce soit suffisant. Je pense pas qu'il mettrait KO Joshua avec des jabs, tu vois. Je pense qu'en fait, il l'emmerderait pendant les 3-4 premiers rounds. Il le toucherait bien avec tu sais, un peu les over right hand qu'il met. Peut-être même, pourquoi pas, imaginons un knockdown, tu vois. Mais je pense qu'en fait, là, pour le coup, les deux prendront des coups. Vraiment. Ouais. Et celui qui est le plus susceptible de s'écrouler en fait du fait des failles de sa défense et des failles de son footwork, c'est Wilder et c'est pas Joshua. Donc je pense que ce serait KO, ouais, je dirais 7e, 8e round, un truc comme ça. Damn. Damn. Et bon, attends, quand même que je dise un peu aux gens qui nous écoutent, hein, je suis le pire pronostiqueur de la sueur, donc je crois qu'à chaque fois que je fais des pronostics, je me plante. Le pire. Donc, admirablement. Je dois être à égalité avec le fils de Michael Bisping et Chael Sonnen de pronostic. Franchement, je suis vraiment archi mauvais. Donc, si vous voulez mettre un peu d'oseille, je ne saurais que trop vous conseiller de parier sur Wilder, du coup. Mais non, moi déjà, je serais très heureux déjà s'il faisait le combat. Oui, mais je pense que là, lui, il le veut aussi parce qu'il voit très bien que de toute façon, maintenant, quand on voit combien il gagne, enfin, de point de vue business et puis même exposition, maintenant, les gens, ça les intéresse pas vraiment. Lui, financièrement, même tu vois, si c'est juste un one fight only, tu vois, one and done, bah, en soi, il se fera 15 ou 20 millions. Et là, pour son dernier combat, tu vois, il s'en était fait, bah, là, contre Steven, il s'en était fait 3, tu vois. Donc, ouais, non, c'est clair. Donc, et il a 32 ans, donc bon, c'est pas hyper vieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui reste pas non plus du mileage infini, quoi. Donc là, c'est 3-4 ans au top, et puis ça se termine, quoi. Et encore. Ouais, et puis vous voyez, voilà, c'est le combat qui lui permettra de pas passer pour... Ouais, je vais pas dire pour un tocard, mais pour le mec qui a quand même pris des risques. Oui. Encore une fois, c'est pas de sa faute. Hein. Il a essayé d'avoir le combat contre Ortiz et contre Povetkin. Mais oui. C'est juste que ça lui est filé entre les doigts et c'est pour ça que je pense que ça va se faire, parce que c'est pas non plus, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de respect pour Wilder, c'est que c'est pas un gars qui a évité la concurrence pour se forger un espèce de palmarès complètement surfait. Certes, il a évité Fury et Klitschko quand même. Oui. C'est les deux personnes qu'il a évité. Mais maintenant, c'est vrai qu'il évite personne, quoi. C'est ça. Donc oui, non, donc normalement ça devrait se faire. Moi aussi je suis d'accord avec toi, je partage ton avis, je pense que à mon avis Joshua va gagner. Puis je pense aussi qu'il y a le fait quand même à 32 ans, jamais avoir été connu l'enfer entre guillemets, parce que Joshua, mine de rien, comme on l'a dit, le combat contre Klitschko, c'était compliqué parce que c'était vraiment un énorme step up pour son 18e combat, vraiment passer des nobody entre guillemets
à un mec comme ça, un mec comme Klitschko, devant son public, 90 000 personnes à 27 ans, enfin c'est quand même dur, quoi. Donc, c'est sûr. et réussir à se prendre un knockdown, et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que Klitschko, il était devant, ou en soi, même si on est Joshua, qu'on se dit, bon bah ok, on est dans notre pays, c'était pas une victoire qui allait se profiler sereinement si ça allait à la décision. Donc, Ouais, non, c'est sûr. c'est vrai C'est que je sûr, pense que ça, ce sera un gros avantage contre Wilder, effectivement. Normalement, ce sera targeté, donc, été 2018, pour l'énorme choc. Ouais. Eh bien, c'était une énorme preview de 55 minutes sur, Aïe, aïe, aïe. sur le combat Wilder-Joshua, en espérant qu'il arrive, sinon on aura l'air con. Eh bien, merci Mathieu. C'est toujours un plaisir en tout cas. Et si ça intéresse certaines personnes que je fasse l'analyse d'autres combattants, Oui. n'hésitez pas. Parce que moi j'ai toujours un problème d'indécision en fait à chaque fois sur qui je peux commencer. S'il y a un mec en particulier que vous voulez que j'analyse, pas forcément les plus connus, parce que par exemple Conor McGregor, j'ai déjà fait 3 ou 4 analyses sur lui, Oui, et oui. ça me saoule un peu d'en parler. Mais ouais, je suis preneur en tout cas Oui. si ça intéresse des gens. Oui, Donc, surtout n'hésitez qu'avec pas ce à nouveau faire. format, ce sera quand même plus pratique pour un peu faire toutes les analyses qui prennent quand même pas mal de temps, ça, quand on en parle. Et puis ça offre aussi plus de liberté. Et puis là, en ce moment, on est pas mal gâté niveau boxe. Donc ça s'annonce pas Ouais, mal. ouais. Là, Bon. je pense notamment là, avec Rigondo, Lomachenko qui Ouais. se profile aussi, ça va être, c'est sympa. Bon, Donc, allez, voilà. à la prochaine. Peace. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu